Le partenariat, c'est vraiment parler avec nos soignants de telle manière à ce qu'on arrive à une co-construction des soins et vraiment à une optimisation des soins. Bonjour tout le monde, ici Karen Driard au podcast Café des spécialités. Le podcast est fait par des étudiants en médecine pour les étudiants en médecine. Je suis aujourd'hui en compagnie avec Benoît Pierre, patient partenaire travaillant à l'Université de Montréal. Puis on l'a aujourd'hui pour, en fait, que pas juste les étudiants de l'Université de Montréal puissent bénéficier des merveilleux conseils de Benoît Pierre. En fait, pour qu'il nous parle de son expérience en tant que patient et pour qu'on puisse être des meilleurs médecins. Alors, bonjour, Benoît. Alors, est-ce que vous pouvez juste vous présenter pour qu'on ait une petite idée de qui vous êtes, là, puis qu'est-ce qui vous amène ici? Alors, j'étais propriétaire d'entreprise qui me faisait voyager à travers le monde entier. Et le jour de Pâques, il y a 9 ans exactement aujourd'hui, je me suis retrouvé avec mes enfants dans un centre trampoline à Montréal. Et au bout d'une heure, je me suis effondré sur le tapis avec une douleur 10 sur 10, au point où il a fallu être évacué vers un hôpital par ambulance. Et où on m'a mis dans une chaise roulante en attente. Et en fait, j'ai attendu plus de 10 heures. Là, on m'a envoyé faire une radio pour constater qu'il y avait une fracture dans le plateau tibial. Comme l'hôpital où j'étais, il n'y avait pas de service d'orthopédie, on m'a dirigé vers un autre hôpital à Montréal. Et là, le CT scan a détecté 12 fractures dans le plateau tibial. Et encore plus tard, on a détecté surtout un syndrome des compartiments ou syndrome des loges. Et là, je suis devenu une urgence médicale. Puis là, parce que, de ce que je comprends, vous avez quand même une grosse opération chirurgicale pour le plateau tibial et le syndrome du compartiment, syndrome des loges. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous voulez, mettons, en général, plus être patient partenaire? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, vous voulez parler de votre histoire, puis pourquoi, en fait, vous êtes là? Alors, en fait, j'ai pas subi une opération, mais j'en ai subi 3 immédiatement, puis une 4e, puis une 5e, etc. Mais surtout, suite à cet accident, j'ai perdu l'entreprise, j'ai fait faillite, j'ai perdu la santé. J'étais un grand sportif, je ne peux plus faire de sport. Et donc, j'ai beaucoup perdu. Okay. Et il fallait donner un sens à ces pertes. Alors, le premier sens auquel on pense, c'est on va poursuivre, etc. J'ai interrogé un avocat, la conversation a duré 5-6 minutes maximum, où j'ai dit c'est pas ça que je veux, c'est trop anxiogène pour des résultats très hypothétiques. Et je voulais donner un sens vraiment à ce que j'ai perdu. Et j'ai entendu parler du programme de patient partenaire de l'Université de Montréal. Et je me suis approché pour constater que le partenariat dans les soins, c'est ce que je faisais de manière inconsciente, sans en avoir les termes. Et ça m'a beaucoup interpellé. Et donc, je suis devenu patient partenaire de l'université. Et de fil en aiguille, j'ai pris des ateliers, puis commencé à réfléchir à développer les ateliers ou à faire les post-mortem des ateliers. Puis j'ai commencé à siéger sur des comités, etc. pour constater qu'en fait, le partenariat de soins à Montréal et au Québec est quelque chose qui s'étend de plus en plus, et qui est un mouvement aujourd'hui qui devient incontournable. Parce que quand on est en partenariat de soins, on a une qualité de soins beaucoup plus performante et de plus grande qualité. Puis, dans le fond, de ce que je comprends, vous, de nature, vous avez fait ce partenariat entre votre chirurgien et votre médecin. Est-ce que vous sentez que vos soins, vous aviez eu cette partenariat-là ou qui manquait justement de ça, malgré que vous, humainement, vous êtes comme quelqu'un qui est quand même assez aimable et bonne communication? En général, j'ai eu des bons soins. C'est sûr que si vous parlez avec mes collègues patients partenaires, on a tous une mauvaise expérience. Mais globalement, l'expérience est positive. Quand j'étais en partenariat et puis avec mon chirurgien principal, j'étais en très bon partenariat. C'était rapide, c'était efficace. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'en partenariat, quand il y a une acceptation aussi du côté des professionnels de la santé et du partenariat, on est dans quelque chose de très efficient, de très efficace. Et ça, ça a beaucoup interpellé. J'ai eu des soins pendant très très longtemps, j'ai encore des soins, et je tente et réussis assez régulièrement d'instaurer un partenariat de telle manière à avoir cette efficacité, cette rapidité. Puis concrètement, c'est quoi? Parce que là, je me rends compte qu'on parle beaucoup de partenariat, mais concrètement, c'est quoi un partenariat
dans votre visite ou dans votre soin que vous avez avec votre médecin? J'aimais beaucoup mes opinions, mes ressentis. Je prends beaucoup de décisions avec mes soignants sur la qualité de soins et sur le niveau de soins à me donner. Il y a des moments où, par exemple, je ne voulais pas une opération qui aurait pu aider parce que je sentais que les risques étaient trop élevés. Hein. On a discuté avec mes soignants et puis ils se sont ralliés à mes décisions. Hein. Donc, le partenariat, c'est vraiment parler avec nos soignants de telle manière à ce qu'on arrive à une co-construction des soins et vraiment à une optimisation des soins. Et c'est pas juste le soignant qui dit c'est ça qu'on va faire. Puis, de ce que je comprends, là, c'est le fun parce qu'on a vraiment la vision du patient. Puis maintenant, vous, en tant que patient, est-ce qu'il y a un type de personnalité ou plus un comportement que le soignant peut avoir pour optimiser cet esprit de partenariat? Puis les soins, c'est un soin que vous décidez autant que le médecin? D'abord, le premier comportement qu'il faut avoir, c'est un comportement d'ouverture. Hein, c'est écouter le patient et entendre le patient. Hein, c'est vraiment les deux côtés. De telle manière à ce que c'est sûr que le soignant a des connaissances, hein, mais le patient, lui, a beaucoup de connaissances aussi de la vie avec la maladie, comment son corps réagit à telle ou telle intervention, tel ou tel médicament. Par exemple, malgré la douleur, je refusais de la morphine thérapeutique parce que j'avais eu vraiment une très très mauvaise expérience dans le passé. Donc les soignants m'ont écouté et puis ils ont trouvé des alternatives. Donc en fait, je pense que c'est vraiment un dialogue qu'il faut établir avec les soignants, mais dans les deux sens. Hein. Dans le passé, bon, j'ai quand même pas mal de parcours en orthopédie, mais quand j'étais plus jeune, il y avait des soignants qui disaient c'est comme ça qu'on fait et c'est comme ça, point. Il n'y a pas d'alternative. Alors qu'aujourd'hui, on trouve des alternatives et par ce dialogue, oui, c'est vrai qu'on pousse peut-être un peu les soignants dans leur retranchement, mais il en ressort, de ma propre expérience, il en ressort toujours quelque chose de très positif. Puis, off-cam, on se parlait un petit peu de votre expérience en tant que patient, que des fois, il y avait certaines lacunes par rapport à la communication de qu'est-ce qui se passait. En ce moment, vous me parlez du syndrome du compartiment, syndrome des loges, vous avez l'air de souffrance, savoir c'est quoi qui se passe, mais à ce moment-là, quand ça s'était passé, puis vous êtes rentré dans la salle d'op, vous n'avez pas nécessairement une idée de qu'est-ce qui se passait. Est-ce qu'à ce moment-là, je me doute la réponse, mais qu'est-ce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui aurait pu être changé nécessairement pour que vous soyez plus là pour les soins? Ce que je dis souvent aux étudiants, prenez parfois 1 minute ou 2 supplémentaires pour mieux expliquer. Et mieux expliquer, c'est rassurer. Hein? Moi, quand on m'a diagnostiqué le syndrome des compartiments, j'avais absolument aucune idée de ce que c'était. On m'a dit que c'était une urgence, j'ai dit très bien. On m'a parlé d'amputation de la jambe. Je ne savais pas qu'un petit saut dans un trampoline pouvait arriver à quelque chose d'aussi grave que l'amputation. Mais tout ça, on m'a expliqué après l'opération, après l'anesthésie, le lendemain, en fait. Alors que si j'étais parti juste avant l'anesthésie avec une certaine connaissance et une meilleure compréhension de ce qui m'arrivait, j'aurais été peut-être plus rassuré et moins angoissé. Puis, tu sais, quand on y pense, nécessairement, votre situation, comment que moi je la vois, c'est sûr que c'est pas optimal ou quoi que ce soit. Puis, finalement, de ce que je comprends, la fasciotomie, tu sais, il a fait ce qu'il fallait qu'il fasse, puis il n'y a pas eu on va peut-être parler un peu plus des trucs, tous les trucs négatifs, mais le manque de communication avant la chirurgie aurait pu entraîner beaucoup de choses, puis un mauvais consentement. Votre consentement n'était pas éclairé nécessairement pour la chirurgie si vous ne compreniez pas nécessairement c'était quoi la chirurgie. Puis, tu sais, après coup, on voit comment que c'était pas nécessairement adéquat, mais malheureusement, je pense que ça arrive plus souvent qu'autre chose chez les patients qui ont des chirurgies. Tu sais. Puis, ma question par rapport à ça, c'est est-ce qu'après la chirurgie, c'est à ce moment-là que vous étiez dit, est-ce que vous avez une frustration? Comment vous vous sentiez par rapport à tout ça? Ça fait 9 ans aujourd'hui, jour pour jour, que j'ai eu ma fasciotomie. Je me pose encore la question aujourd'hui, est-ce que j'ai eu le soin optimum? Je n'aurai jamais la réponse puisque c'est fait là, mais j'ai un doute. Suite à l'opération, j'ai eu beaucoup de colère, forcément. Colère d'abord de la conséquence par rapport à l'acte
du saut dans le trampoline et beaucoup de colère par rapport à toute la perte qui s'en est ensuivie et dont mes chirurgiens n'étaient pas forcément au courant, mais qui ne m'ont pas non plus expliqué. D'accord. Donc, si on revient à la question un peu plus tôt, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un partenariat? C'est vraiment donner des éléments aux patients pour qu'on ne soit pas laissé à nous-mêmes dans la découverte en fait, des conséquences. Mais ensuite, la colère est mauvaise conseillère. Enfin, c'est un peu ma philosophie. Donc, il faut attendre que la colère passe. Oui, forcément, j'ai eu beaucoup de colère parce que j'ai eu des problèmes de santé, mais aussi, j'ai après eu tous mes problèmes professionnels qui se sont suivis, des problèmes sportifs, puisque de grand sportif, je suis devenu plus grand-chose. Donc, c'est beaucoup de colère à gérer. Mais j'ai attendu que la colère passe pour pouvoir commencer à remonter la pente. La colère est très mauvaise conseillère. Et oui, j'en ai eu énormément. Puis, si mettons qu'on fait de ce qu'on t'a parlé, je dis off-cam, les dernières choses que le chirurgien vous a dit avant que vous endormiez. Vous allez pouvoir dire qu'est-ce qu'il vous a dit. Mais moi, j'aimerais revenir là-dessus. Puis, à quel point que vous attendiez pas nécessairement à toutes les conséquences de cette fracture du plateau tibial, puis comment est-ce que ça aurait pu être changé? Bon. Alors d'abord, ce que le chirurgien m'a dit, c'était donc j'étais sur le bloc opératoire, l'anesthésiant est en train de couler dans mes veines, et je dis à mon chirurgien, dépêche-toi, parce qu'au mois de juillet, je m'en vais en France faire l'ascension du Mont Blanc, et les dernières paroles que j'ai entendues, c'est écoute, je vais t'opérer, mais tu annuleras parce que ça le fera pas. Et puis ça a été le blackout. Donc là, il y a un problème de communication parce que je me suis endormi sur quelque chose d'extrêmement négatif pour moi. Et quand je me suis réveillé, d'abord, la première chose que j'ai vérifiée, c'est si ma jambe était encore là. Et puis ensuite, le Mont Blanc, etc. Donc, il y a quelque chose en termes de communication qu'il faut développer avec les soignants en général. Donc, comment changer ça? Déjà, à l'Université de Montréal, on est en train de développer un cours de communication dans le cadre du renouveau, l'identité professionnelle des médecins. Et c'est un cours qui, ça fait maintenant 2 ans qu'on le donne, où il y a des patients partenaires avec des médecins et où on voit plein de situations, tant du côté patient, soit du côté des résidents, etc., où ils sont mal à l'aise dans la communication. Et donc, préparer les étudiants dès le départ est quelque chose de très positif. On a eu une première cohorte qui a terminé ces cours-là, et puis autant au début, ils étaient un peu rébarbatifs à aller dans ces cours-là, qu'ils sont ressortis là très outillés pour aller devant les patients pour annoncer pas forcément des bonnes nouvelles. Et c'est souvent pas des bonnes nouvelles. Donc, je pense que mieux outiller les étudiants qui vont aller sur le marché du travail, là, je pense que c'est un grand pas en avant. Puis, si mettons qu'on pense à votre chirurgie qui est une fracture du plateau tibial, je veux pas, c'est tellement anodin. Qu'est-ce qui s'est passé dans une trampoline, puis là, finalement, une fracture qui a chamboulé carrément le cours de votre vie. Est-ce que dans vos patients partenaires, dans vos collègues, est-ce que des fois, il y a une certaine... les gens ils disent... les gens minimisent un peu votre condition de ce que vous avez eu ou tout le monde à peu près comprend un peu après coup tout ce que vous avez vécu en tant que patient partenaire? Parce que de ce que, en fait, en orthopédie, puis moi qui rentre en résidence en orthopédie, on se fait souvent rigoler comme quoi que l'orthopédie, c'est pas des trucs graves nécessairement, tu sais, mais là, carrément, on a vu que c'était été changé tout votre cours de votre vie, puis une meilleure communication, une meilleure empathie envers des chirurgiens, des résidents aurait pu carrément changer un petit peu votre perception aussi de tout ce qui s'est arrivé. Fait que moi, mettons, c'est de juste voir à quel point comment que votre histoire elle a été perçue avec les collègues de vos patients partenaires et les étudiants. Alors, au niveau des patients partenaires, il n'y a aucun problème. Si on est patient partenaire, c'est qu'on a tous un gros parcours, quelle que soit la spécialité. Ça peut être oncologie, hématologie, etc. Orthopédie. Faut pas sous-estimer l'orthopédie. Il y a beaucoup d'accidents qui bouleversent la vie. Juste pour résumer, j'ai perdu la santé. Ma jambe, qui était mes forces de grand sportif, je ne peux plus courir, je ne peux plus grimper, je ne peux plus sauter aujourd'hui. J'ai perdu mon entreprise, j'ai perdu de l'argent, donc j'ai perdu vraiment beaucoup. Et j'aime à dire que
les seuls que j'ai conservés, c'est ma femme et mes 3 enfants. Et je me suis rebâti à partir de ça. Donc, et tout ça dans un parcours d'orthopédie. Donc, ne sous-estimons pas les orthopédistes. Et personnellement, je les remercie vraiment parce que quand même, ils ont préservé ma jambe. Et puis, merci au docteur que vous connaissez. Oui, mais tu sais, aussi en général, on parle d'orthopédie, mais je pense que c'est dans n'importe quelle maladie ou n'importe quelle condition qu'un patient peut se présenter. Tu sais, que c'est ça, pour nous, c'est anodin, finalement, une petite fracture ou, tu sais, c'est en orthopédie, mais on peut penser à finalement un petit diagnostic qu'on pense qui est anodin, mais nécessairement, on ne connaît pas toute l'histoire puis tout l'impact que cela a dans la vie du patient. Ce que j'aimerais dire, c'est que tu as juste ça. C'est vrai que quand on se compare à un cancer ou à un hémato ou un sidatique, etc., j'ai juste ça. Mais j'ai quand même ça. Moi, je vis avec la douleur permanente, 24 heures sur 24. Dans un parcours d'orthopédie, je ne peux plus marcher normal. Dans un parcours d'orthopédie, j'ai perdu une entreprise. Dans un parcours d'orthopédie. Donc, c'est sûr qu'on va réfléchir. Un orthopédiste irait par un bras cassé, une jambe cassée. C'est vrai que ça se répare assez facilement. Mais il y a tout ce qu'on ne voit pas que l'orthopédie fait et qui a beaucoup de conséquences, des grosses conséquences. Puis, maintenant qu'on revient à qu'est-ce qui a été bien dans votre histoire de patient partenaire, puis qu'est-ce que vous conseillez aux étudiants, de ce que je comprends, c'est certain, le dialogue que vous mettez vraiment de l'avant, la communication entre le soignant et le patient. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont essentielles pour avoir vraiment un bon partenariat entre médecin et patient? Puis, est-ce qu'il y a des choses, justement, qu'il faut vraiment éviter pour conserver cette bonne collégialité entre le médecin et le patient? J'ai de la chance d'être à l'Université de Montréal où on est vraiment leader sur le partenariat. Et donc, on a globalement des bonnes pratiques de partenariat et que même si je le faisais de manière inconsciente au début de mon parcours, aujourd'hui, je le fais de manière très consciente. Et je dirais donc communication et ne jamais prendre pour acquis ce que notre médecin nous dit et de réfléchir avec le médecin, avec les soignants, parce qu'il faut vraiment voir ça de manière très large. Qu'est-ce qu'il va nous fonctionner le mieux pour nous. Et c'est ça qu'il faut vraiment réfléchir. Ce n'est jamais prendre pour acquis une décision. Ça, je pense qu'il faut savoir challenger. Et les soignants doivent accepter d'être challengés par les médecins. Et je fais attention parce que quand on dit challenger, c'est pas le patient Google ou Wikipédia. C'est vraiment le patient qui exprime ses savoirs expérientiels, les ressentis dans son corps, là, vraiment. Et ça, c'est vraiment essentiel. Puis, tu sais, mettons, moi, pour l'avoir vécu, là, moi aussi en tant que patiente, là, je me rappelle, j'avais une chirurgie au genou, puis là, l'orthopédiste, moi aussi, c'était une chirurgie orthopédique, une chirurgienne orthopédiste, qui m'avait demandé, toi, tu veux quoi? Puis moi, en tant que patiente, on dirait que c'est difficile de se faire demander qu'est-ce qu'on veut parce que je n'étais pas en médecine, je n'étais pas nécessairement en orthopédie ou quoi que ce soit. Je trouve ça difficile de se faire demander qu'est-ce qu'on veut, alors que nous, qu'on n'a pas nécessairement les connaissances. Et vous en pensez quoi, vous? Est-ce que c'est correct de demander au patient qu'est-ce qu'il veut alors que, tu sais, des fois, il ne sait juste pas, tu sais? Moi, j'adore cette question. Ouais. Parce que ce que je veux n'est peut-être pas ce que vous voulez pour moi. Je vais prendre un exemple un peu banal. Je veux remonter 5 escaliers, 5 marches. Oui, mais vous, dans votre objectif, c'est qu'il puisse monter une rampe d'escalier de 15 ou 20 marches. J'ai pas besoin de 15 ou 20 marches, juste un. Donc, qu'est-ce que je veux? C'est monter 5 marches. Vous comprenez là, ce que je veux dire? C'est dire, regardez, le patient a des objectifs qui sont les siens, mais qui ne sont pas forcément les vôtres. Et donc, cette question est très, très pertinente. Parce que peut-être que ça va vous guider mieux dans les soins à donner. Alors oui, c'est sûr que vous allez donner les soins pour qu'il puisse monter 10 marches, mais vous savez que vous allez être au-delà des attentes du patient. Puis c'est intéressant comment vous amenez la question, parce que quand moi, la question qui se fait poser, qu'est-ce que tu veux, toi, c'est dans le type de chirurgie. Moi, qu'on me dit le type de chirurgie, la manœuvre que tu vas faire quand tu es patient, tu n'as aucune idée, right? Oui. Mais c'est intéressant comment vous avez perçu la question, c'est qu'est-ce que tu veux dans la fonctionnalité? Qu'est-ce que tu veux comme chirurgie qui va te permettre de faire ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Puis ça, je trouve ça super intéressant de poser la question au patient, de voir comment il perçoit un petit peu le soin que tu vas lui donner, puis ça fait une approche genre comme vraiment plus comme un dialogue, plus que comme paternaliste, comme on dit. Voilà, exactement. Et puis, il faut savoir aussi que ces objectifs, je vous ai donné un objectif de monter 5 ans, mais ça peut être, c'est très dynamique. C'est qu'aujourd'hui, c'est 5 marches parce que je pense que c'est gravir l'Everest, mais que peut-être dans un mois,
je serai prêt pour aller au DIMA. Et il faut l'accepter. Il faut l'accepter. C'est les objectifs sont très dynamiques. Et il faut l'accepter. Puis maintenant, pour finir, j'aimerais que vous me disiez quelque chose, puis là, c'est quand même une question qui tue, là. Quelque chose à ne pas faire quand on est soignant, la pire chose qu'on peut faire quand t'es avec un patient. Fait qu'on peut dire, mettons, un top 3 de choses que vous dites, ça, c'est un mauvais médecin. Alors, la première chose, c'est toucher le patient sans son consentement. OK. Ça, c'est barré. Comme même une touche amicale sur l'épaule, on dit que les soignants, ils ont un cercle de protection, le patient aussi. OK. D'accord. Je vais vous donner un exemple que j'ai beaucoup apprécié de mon chirurgien. Il me demandait régulièrement s'il pouvait s'asseoir au bout de mon lit à l'hôpital. Au début, j'ai trouvé ça bizarre, j'ai accepté. Et puis après, j'ai compris qu'il se mettait à ma hauteur de discussion plutôt que le chirurgien qui surplombe le patient, où déjà on est avec notre jaquette, donc on est humilié. Donc, dans le pas faire, c'est toucher le contact sans le consentement du patient. C'est dicter des ordres au patient. Tu feras ça, tu vois. On va construire. Ça aussi, c'est quelque chose qui était très rébarbatif pour moi. Est-ce que c'est quelque chose qui revient beaucoup? Puisqu'on dirait qu'on est... on se fait, tu sais, des fois, c'est des contacts, mettons, sur l'épaule ou, tu sais, quand c'est une mauvaise nouvelle, des fois, on se faisait dire que c'était correct d'avoir ce contact-là. C'est pour ça que je suis surpris dès que vous me disiez ça. Vous savez, toucher le patient de manière médicale, sans son consentement. Ouais, qui je comprends. D'accord? Ouais. De manière médicale. Comme un examen physique, puis on fait juste prendre la jambe. Voilà, c'est ça. Est-ce que je peux prendre la jambe, etc. Oui, on rentre dans notre intimité de construire. D'accord? Alors, vous avez un cancer, et il y a le geste d'apaisement. Ça, c'est correct. Mais quand il y a un geste médical, geste médical, sans le consentement, ça marche pas. Ça marche pas. C'est sûr que quand on les tournait le matin à 6 h du matin, puis on vient réveiller, puis c'est comme bon matin, on regarde. Je comprends. Tout à fait. C'est sûr que ça doit être plus... C'est à ce niveau-là quand je dis ne pas toucher le patient. Ouais. D'accord. Super. Ben, merci beaucoup. Je pense qu'avec les deux à ne pas faire, c'est super. Oui. Merci beaucoup. Bienvenue, Karianne. Bienvenue. Alors, merci tout le monde d'avoir écouté le podcast Café des spécialités. Le podcast fait par et pour les étudiants en médecine. C'était Karianne Dryade, votre animatrice. Et si vous êtes résident d'une spécialité du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, je vous encourage vivement à devenir résident affilié. C'est gratuit et ça vous apporte beaucoup.